Pour sécuriser les opérations financières, on fait appel aux Templiers, dont l'ordre a été fondé dans la ville de Troyes au XIIe siècle. Ces moines soldats inventent un nouveau système bancaire et deviennent incontournables. La maison de Rhodes, qu'ils occupaient en temps de foire, atteste de la richesse de leur patrimoine. On s'est aperçu que les foires prenaient tellement d'importance qu'il y avait effectivement une masse d'argent qui transitait avec tous ces risques. Et c'est là où les Templiers ont inventé les lettres de change, où finalement l'argent ne circulait plus, mais on avait des lettres de change qu'on pouvait aller échanger en Italie, en Flandre, en Angleterre. C'est comme un chèque. Et ici, vous vous retrouvez dans une possession templière, la maison de Rhodes. Avant, les maisons avaient un nom suivant leur propriétaire ou leur affectation. On avait la maison du boulanger, la maison du pain, la maison du boucher, et ici la maison de Rhodes. Et pourquoi Rhodes? On l'a retrouvé dans les archives, c'est parce que ces chevaliers ou ces moines soldats étaient passés par Rhodes. Ici, vous aviez une chapelle qui date du XIIe siècle. Le jardin était un cimetière et il y avait encore une église juste après le jardin. À l'apogée des foires, Troyes devient le centre financier de l'Europe, plus puissant encore que le royaume de France. Cette ville a brûlé aux 3/4 en 1523 et a été entièrement reconstruite à l'identique. Il y a plus de 15 églises à Troyes. Vous imaginez la richesse qu'il a fallu pour construire tout ça. Les foires sont une telle source de revenus que les comtes en font profiter les établissements religieux, en favorisant notamment leur expansion. À l'est de Troyes, dans un vallon boisé, l'abbaye de Clairvaux est la plus féconde de toutes les abbayes cisterciennes. Fondée en 1115 par saint Bernard, homme au charisme exceptionnel, elle abrite alors des moines de chœur qui se consacrent aux travaux intellectuels et les frères convers en charge des travaux agricoles dans les granges du domaine. Loin de fonctionner en autarcie, la proximité immédiate de Bar-sur-Aube et des foires de Champagne la met au cœur des circuits commerciaux de son temps. Entre les années 1150 et 1180, le développement territorial, si je puis dire, de l'abbaye explose. Puisqu'on va passer de 5 granges à 20 granges, que c'est là que la majorité des acquisitions, des échanges, des dons va se faire. Donc elle va acheter des biens à Bar-sur-Aube pour créer des lieux de stockage et des lieux de commercialisation de ces produits. Alors ça allait aussi bien du vin, du blé, des pots, beaucoup de pots, puisqu'elle a quand même 3000 moutons à peu près à cette époque hein, en gestion. Seul vestige de l'abbaye médiévale du XIIe siècle, le bâtiment des Convers est un modèle d'architecture cistercienne, témoin de l'épure et de l'austérité voulue par saint Bernard. La présence, disons, de ces foires et de Clairvaux à côté, c'est ce qui va faire finalement la renommée de la Champagne au XIIe et au XIIIe siècle. Les deux sont séparés, mais ne vont pas quand même totalement l'un sans l'autre. S'il n'y avait pas eu les foires de Champagne, quels auraient été les débouchés? Car Clairvaux possédait en effet 20 000 hectares de terre, dont 300 de vignobles. Dans le village d'Urville, la tradition du vin n'a pas quitté les lieux et les terres où travaillaient les Convers appartiennent désormais au domaine Drapier. Situées sur une ancienne dépendance de Clairvaux, ces caves cisterciennes étaient même régulièrement visitées par saint Bernard. Ces escaliers taillés dans des pierres calcaires d'Urville ont été construits au XIIe siècle et c'est l'escalier qu'il utilisait pour descendre dans ces caves. D'ailleurs, on l'entend encore descendre aujourd'hui. On entend ces sandales qui glissent sur les marches. Mais pour l'entendre, il faut avoir bu quelques verres de champagne.
La période cistercienne, la période de Saint-Bernard, c'est la période où cette petite région a été la plus riche. Bernard était aussi un grand commerçant. Donc il faisait du business. Et le vin, effectivement, était vendu sur les foires de Champagne. C'était quand même des petites quantités. À l'époque, les rendements étaient très faibles. Mais les vins étaient vendus en tonneaux, en demi-muit ou en quart de muit, dans des unités de mesure d'ailleurs qui ont été reprises dans toute l'Europe et même au-delà. Et on utilise toujours le même cépage aujourd'hui, sauf qu'au lieu de faire du vin rouge, un vin rouge précieux, le sang du Christ pour la messe, maintenant on fait du champagne, c'est plus festif. Le succès des foires a permis l'expansion d'un patrimoine commercial, militaire et religieux magistral. Mais au-delà des pierres, c'est l'esprit d'entrepreneur qui s'est imprimé dans les terres. Pour preuve, en faisant de ce vignoble quelconque un vin d'exception, les vignerons perpétuent la tradition commerçante et le génie des marchands du Moyen-Âge. Ainsi, la Champagne, fidèle à sa réputation médiévale, rayonne plus que jamais.